Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouvel épisode du Défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Rivoire. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation et vous êtes l'auteur d'une série d'enquêtes sur principalement les dossiers qui tournent autour d'Emmanuel Macron. Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée. Exactement. Et ce qui est l'objet de votre venue aujourd'hui, et en particulier celui qui a connu un énorme succès, puisqu'il a dépassé 1 million de vues sur YouTube et sans doute d'autres encore ailleurs, qui est consacré à son patrimoine, qui est entouré de nombreuses zones d'ombre et de points d'interrogation auxquels vous apportez quelques réponses, on va y venir. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette affaire de patrimoine? Quel a été le point de départ pour vous? Alors sur l'aspect patrimoine, le point de départ, c'est que j'avais découpé un petit papier dans le Canard enchaîné il y a quelques années qui racontait qu'il avait été rattrapé par la patrouille du fisc alors qu'il était quand même ministre des Finances. Le fisc s'était aperçu qu'il ne payait pas l'ISF, mais en fait il aurait dû le payer parce qu'ils avaient un peu minimisé la valeur de la maison de Brigitte au Touquet. Donc j'ai trouvé ça marrant parce que Macron à l'époque se répandait partout en disant que lui il n'était pas riche mais que par contre il n'aimait pas l'ISF. Bon en fait on s'est aperçu qu'il n'aimait pas l'ISF parce qu'en fait il aurait dû le payer quoi. Et vous faites d'ailleurs témoigner le journaliste qui avait sorti ce scoop dans votre... Hervé Martin du Canard enchaîné. Ouais. Voilà. Et donc ça vous a mis la puce à l'oreille et après vous vous êtes dit il y a un loup, parce qu'en fait dans ces différentes déclarations de patrimoine tout le monde s'est dit, sans qu'il y ait forcément de conséquences, il y a quelque chose ne cloche pas avec ces revenus de banquier d'affaires en particulier. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a déjà ce papier du Canard qui date de 2016 sur l'aspect ISF. Donc déjà, moi, je trouve ça marrant parce que quand Macron est devenu président, il a dit on va supprimer l'ISF parce que ça va favoriser l'investissement. Donc il y a toujours des arguments économiques très, très entendables. Mais je me suis dit, bon, mais s'il y a aussi un aspect perso, c'est rigolo, donc on va gratter là-dessus. Et puis, il se trouve qu'il y a autre chose, c'est qu'en fait, quand il fait sa première déclaration de patrimoine, donc en 2014, parce qu'il devient ministre à Bercy, et qu'on est après l'affaire Cahuzac et que tous les ministres doivent faire une déclaration de patrimoine, il va nous dire, en fait, mon patrimoine, c'est 156 000 euros, alors qu'il vient de travailler 4 ans chez Rothschild et qu'il a gagné de son propre, selon lui, plus de 3 millions d'euros. Donc on se dit, 3 millions d'euros en 3 ans et demi, et le gars, il a 156 000 à la fin. Pour mémoire, 156 000, c'est moins que le patrimoine moyen des Français, et c'est moins à l'époque que Nathalie Arthaud ou Benoît Hamon. Donc c'est quasiment le plus pauvre, bon, à part Philippe Poutou, sinon c'est le plus pauvre de la présidentielle. Donc il y a déjà là aussi un truc qui va pas, et que un confrère blogueur, Olivier Berruyer, avait pointé à l'époque, il avait essayé de comprendre comment les crises, voilà, comment c'est possible. Donc il a travaillé, il a fait une dizaine d'articles un peu fouillés, en se disant mais c'est invraisemblable. La seule truc qui pourrait expliquer ça, enfin soit si ce qu'il dit est vrai, s'il a un tout petit patrimoine, c'est qu'il aurait claqué un SMIC par jour quand il était soit banquier d'affaires, soit à l'Élysée. Bon, claquer un SMIC par jour quand on est secrétaire général adjoint de l'Élysée, qu'on bosse 16 heures par jour, c'est pas forcément facile à comprendre. Donc plus on plongeait dans le patrimoine de Macron, plus on découvrait des invraisemblances. Alors il a dit à l'époque, quand même dans une interview, il me semble qu'il avait eu un train de vie très élevé, correspondant à sa fonction. Vous avez enquêté et vous ne vous satisfaisez pas de cette explication. Il n'a pas pu seulement dilapider, vous suggérer, vous expliquer, en donnant la parole à des témoins, qu'il aurait probablement aussi dissimulé ou bénéficier d'un système qui favorise la dissimulation d'une partie de ses revenus. Alors, il y a plusieurs choses. Sur qu'est-ce qu'il a fait des 3 millions d'euros, vous dites, des fois, ils ont dit on a claqué. Enfin oui, d'autres fois, il a dit autre chose. C'est-à-dire que le problème de Macron, c'est qu'il a dit des choses très différentes sur ça. Donc, par exemple, en 2017, il est interviewé au moment de la campagne présidentielle sur France 2 par Pujadas et Léa Salamé. Et là, il va nous dire, non mais en fait, j'ai fait des travaux dans la maison de Brigitte et j'ai remboursé mes dettes. Alors, ça paraît cohérent de prime abord, sauf qu'en fait, dans la déclaration de patrimoine de 2014, il disait, en fait, j'ai emprunté 350 000 euros au Crédit Mutuel pour faire des travaux dans la maison de Brigitte. Donc, c'est l'argent du Crédit Mutuel qui a payé les travaux dans la maison de Brigitte, c'est pas les millions de Rothschild. Deuxième argument, j'ai remboursé mes dettes. Sauf qu'en fait, en 2015, après avoir été rattrapé par le fisc sur l'affaire de l'ISF, qu'est-ce qu'il va faire, Emmanuel Macron? Il va vendre son appartement parisien. Or, il a à l'époque à peu près 1 million de dettes, et il va vendre son appartement. C'est un prêt d'un généreux mécène. Henri Herman, par ailleurs, voilà, et Crédit Mutuel, et il va vendre son appartement du 15e arrondissement parisien avec une belle terrasse, 980 000 euros. Donc en fait, oui, il a remboursé effectivement une partie de ses dettes d'1 million d'euros à cette période, mais notamment grâce à la vente de l'appartement. Donc là encore, un argument pour justifier la disparition des millions de Rothschild qui ne tient pas la route. Alors, il y a eu d'autres éléments de langage. Parfois, ils ont dit oui, mais c'est vrai, il a bien vécu. Bon, enfin, il y a plusieurs versions. Ça tient pas vraiment parce que claquer un SMIC par jour, on pourrait se dire, bah oui, il a peut-être acheté une belle voiture, mais c'est pas ça. Vous achetez une voiture, un bateau, n'importe quoi, ça rentre dans votre patrimoine. Là, on parle d'argent qui s'est volatilisé. Alors, ça veut dire du caviar, du champagne, des voyages. Bon. Alors, s'il avait beaucoup de loisirs, pourquoi pas, mais là encore, c'est en contradiction avec ce que Macron a toujours déclaré, parce qu'il a dit dans des bouquins, dans Libération, moi, je vais dans la banque d'affaires pour me constituer une fortune, pour me faire une sécurité financière, pour ensuite aller en politique. Sur les conseils d'Alain Minc à l'époque. Entre autres, il n'a pas dit, je vais dans la banque d'affaires pour claquer mon argent à Rio de Janeiro, si vous voulez. Donc, rien ne colle dans ce qu'il dit. Donc, il y a ce milliard des 3
ce mystère des 3 millions d'euros de chez Rothschild, dont on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils sont devenus, d'autant plus que les fameux 3 millions gagnés chez Rothschild, ça c'est ce que Macron déclare en 2014, quand il fait une déclaration d'intérêt, mais en enquêtant un peu plus, on se demande au fond si même ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on pense qu'en fait c'est peut-être plus qu'il a gagné en fait chez Rothschild. Oui, alors justement, vous mettez en lumière un potentiel système de rémunération chez Rothschild, avec la bénédiction du fisc français, qui consisterait à compléter la rémunération officielle entièrement située en France par une rémunération à l'étranger. Alors effectivement, on part d'un décalage absolument étonnant entre un énorme deal où Nestlé va racheter la branche nutrition infantile de Pfizer en avril 2012, à quelques jours de l'élection de François Hollande. C'est le deal de l'année, 9 milliards d'euros, c'est énorme. Or, Macron va jouer un rôle absolument clé au sein de la banque Rothschild dans cette affaire, parce que, c'est lui qui amène le géant suisse Nestlé chez Rothschild comme nouveau client, donc il a réussi un exploit d'amener ce nouveau client qui est extrêmement riche. Il a rencontré le patron de Nestlé à la commission Attali en 2008. Il avait découvert Peter Brabeck, patron de Nestlé, à la commission Attali. Et par ailleurs, Macron, à un moment donné, où le deal est sur le point de se faire, sauf qu'il y a Danone aussi qui est intéressé par Pfizer, et Danone a de meilleures chances de l'emporter a priori, mais Pfizer dit, écoutez, je veux 500 millions de plus, et là, Macron va jouer un rôle clé, il se précipite en Suisse, à Vevey, au siège de Nestlé, il voit Peter Brabeck, il arrive à convaincre Nestlé, Brabeck et son board, de rajouter 500 millions d'euros sur la table, l'espace d'un week-end mi-avril 2012, et Nestlé remporte l'affaire. Donc Macron a un rôle complètement clé. Ça, à la rigueur, c'est le jeu de la banque d'affaires et des gros accords de fusion-acquisition. Mais des fois, vous concluez un deal sans pour autant avoir amené le client. Amener un tel client à la banque Rothschild, c'est un exploit. Vraiment, Macron a réussi un coup de maître dans ce deal Pfizer-Nestlé. Donc, on se dit, ok, il a réussi un coup de maître, c'est un deal à 9 milliards. Il déclarera cette année-là avoir gagné seulement quelques centaines de milliers d'euros en bénéfices industriels et commerciaux. En tout et pour tout. Bon. Donc là, il y a un souci parce que l'ensemble des banquiers d'affaires ou des milieux qu'on a rencontrés nous disent sur un deal à 9 milliards, certes, Macron n'est pas payé directement par Nestlé, c'est la banque Rothschild qui est payée en tant qu'institution, mais le banquier clé dans cette opération, c'est quand même Emmanuel Macron, et les gens nous disent c'est impossible qu'il ait touché quelques centaines de milliers d'euros sur un deal à 9 milliards. Les indicateurs les plus communs, c'est que la banque prend entre 0,5 et 1,5% du montant total, ça veut dire 45 millions d'euros à 135 millions d'euros pour la banque. Sur cette somme, certes, l'ensemble des associés gérants vont toucher de l'argent, mais enfin, que Macron n'ait pas touché au moins 5 à 10 millions d'euros, c'est assez invraisemblable. Ouais, le principal acteur touche 3%, entre 2 et 4%, c'est pas possible. Ouais. Bah, en tout cas, d'après un certain nombre de témoins qu'on a interrogés, c'est tout à fait improbable. Donc là encore, on a un mystère. Pourquoi déclare-t-il aussi peu alors qu'il a fait avec succès un énorme deal? Et c'est là qu'effectivement une source assez proche de la banque Rothschild, quelqu'un qui est connu, dont on n'a pas mis le nom dans le documentaire pour protéger notre source, mais c'est quelqu'un qui est parfaitement identifié, on sait qui c'est, qui nous a dit, écoutez, je connais bien le système de la banque Rothschild, je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, pour ce qui est des associés gérants, les 20 associés gérants, donc les cadors, les 20 meilleurs banquiers de la banque, qui ont un statut d'actionnaire, en fait, eh bien, ils ont un salaire en France significatif, assez important, ce qui permet qu'ils soient déclarés en France, qu'ils aient accès à la Sécu, qu'ils aient une retraite, etc. Et c'est pas des clandestins, les associés gérants de Rothschild parisiens, mais ce qu'on appelle les bonus, c'est-à-dire des primes qui leur sont données sur les fusions-acquisitions qu'ils ont gérées ou sur celles de leurs camarades de banque, ces bonus seraient versés en Angleterre, nous dit ce témoin, et il va même plus loin puisqu'il nous dit dans des trusts, des sortes de petites trusts dont le banquier n'est pas officiellement à la tête, son nom n'apparaît pas, donc c'est difficile à prouver, c'est pas forcément illégal parce que le banquier peut dire mais attendez, je n'ai pas touché cet argent est provisionné dans un trust, serait provisionné dans un trust dans les îles anglo-normandes à l'abri de la fiscalité britannique. Alors c'est assez énorme a priori, sauf qu'on s'aperçoit quand on gratte un peu, cette source nous dit, d'ailleurs, la banque Lazare avait négocié ce type d'accord, c'est-à-dire que les revenus de ces associés gérants ne soient fiscalisés que pour partie en France et pour partie à l'étranger. On retrouve l'article qui raconte cette histoire de Challenge en 2005. Effectivement, Pigas avait été négocié avec Bercy, et la source nous dit, dans la foulée, Rothschild a fait la même chose. Bon, ce qui apparaît assez logique, on voit mal pourquoi Bercy favoriserait Lazare et pas Rothschild, c'est deux banques concurrentes. Rivales, ouais. Donc, a priori, voilà l'énormité de ce que nous raconte cette source. Et donc, mais le plus incroyable, c'est qu'après la diffusion en fait du documentaire, une deuxième source nous a contactés en nous disant, écoutez, je connais très bien un couple dont le monsieur est associé gérant chez Rothschild, il n'y en a que 20 en France. Et depuis plusieurs années, ils nous disent, mais nous, on n'a pas de problème de fiscalité parce qu'en fait, chez Rothschild, les bonus sont versés en Angleterre. Donc voilà une deuxième source qui dit la même chose.
Donc ça commence à faire beaucoup. Et quand on regarde bien les réactions suite à notre documentaire, en fait, les démentis tant de la banque Rothschild sont assez mous. Par exemple, la banque Rothschild a dit les banquiers en France sont rémunérés en France. Mais d'abord, nous, on n'a pas parlé des banquiers, on a parlé des associés gérants. Qui était le statut d'Emmanuel Macron à l'époque. Ouais. Il est devenu associé gérant après le deal de Nestlé ou avant? Non, avant. En fait, il rentre chez Rothschild en septembre 2008 et il va être bombardé associé gérant par David de Rothschild dès décembre 2010, ce qui est une ascension très rapide par rapport aux critères habituels. Ascension très rapide qui s'explique aussi par un truc très simple, c'est que en 2010, donc David de Rothschild le coopte dans le sein des 20 meilleurs associés gérants de sa banque. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? En 2010, Emmanuel Macron devient le conseiller économique de François Hollande et l'aide à rédiger son programme économique. Or, pour la banque Rothschild, d'avoir des gens au cœur de la politique, c'est tout à fait important. Et potentiellement, comme il le sera donc 2 ans plus tard, secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge de l'économie, des finances. Et ils ont fait monter Emmanuel Macron dans le système Rothschild en faisant le pari qu'il acquérait un certain poids politique, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs assez frappant dans votre enquête, c'est la collusion entre ces milieux de la haute fonction publique, de la finance et des affaires et donc de la politique, où on a l'impression que ces renvois d'ascenseur sur renvoi d'ascenseur, vous pouvez mentionner par exemple l'histoire de Thierry Breton qui a fait voter, quand il était ministre, un dispositif... Alors, je ne sais pas s'il a fait voter, mais ce qu'on a découvert après avoir fait le documentaire, parce que ça nous avait échappé pendant... Bon, déjà, il faut savoir que la banque Rothschild passe son temps, effectivement, à miser sur des cerveaux bien faits, des types qui sortent de l'ENA, etc. Ils ont parmi les gens qui ont travaillé chez Rothschild, il y a quand même le président Georges Pompidou, il y a Nicolas Bazire, secrétaire général de LVMH, il y a François Pérolle, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Sarko. Donc, Rothschild adore avoir des hommes clés au cœur de l'État. Or, qu'est-ce qu'on a découvert, mais malheureusement après la DIF, c'est que dans cette période incroyable de 2005, 2006, 2007, où les deux principales banques d'affaires de Paris vont négocier avec Bercy que l'ensemble des revenus de leurs associés gérants ne soient pas forcément fiscalisés en France. En tout cas, c'est le cas de Lazare, et d'après notre source, c'est également le cas de Rothschild, qui est ministre à Bercy à ce moment-là, Thierry Breton. Il va quitter le gouvernement en mai 2007. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il part vivre aux États-Unis, il devient prof à la Harvard Business School, mais surtout, il est recruté par la branche américaine de Rothschild & Co. Donc on a là des systèmes de pantouflage, d'aller-retour entre le privé et le public, qui posent évidemment la question des conflits d'intérêts, parce que on espère que Thierry Breton n'a pas facilité la défiscalisation des revenus des associés gérants de ces banques, parce que derrière, il pensait qu'il allait être recruté par ces banques. Enfin, on espère que c'est pas le cas. Puis l'affaire avec Pfizer prend une toute autre lumière aujourd'hui, vu l'importance qu'a pris le laboratoire Pfizer dans la politique sanitaire, vous dites sanitaire, c'est la dernière année. Ça pose toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on se demande si les gens pour qui on vote et qui sont censés représenter les citoyens de ce pays, est-ce qu'ils représentent vraiment la population ou est-ce qu'ils représentent des intérêts privés? Moi, j'ai rien contre le fait que Macron ait fait une partie de sa carrière dans le privé, simplement, à partir du moment où il est élu président, c'est un autre boulot, c'est plus banquier d'affaires, normalement. Donc l'interpénétration de Rothschild au cœur de l'État dans l'affaire Alstom, par exemple la vente de ce fleuron industriel de Belfort en 2014 aux Américains. Qui est la banque conseil de cette opération? Rothschild. Qui gagne de l'argent sur cette opération? Rothschild. À qui Rothschild envoie des notes pour pousser à la vente d'Alstom? À son ancien associé gérant Emmanuel Macron, qui est devenu à ce moment-là secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis à partir de 2014 carrément ministre de l'économie. Donc il y a des interdépendances comme ça qui posent question. Vous avez mentionné les réactions timorées ou timides de certaines personnes qui étaient mises en cause, ou de l'entourage de personnes mises en cause à votre enquête. Il y en a eu aussi de confrères, je ne sais pas si vous les considérez encore comme tels, mais je pense notamment à un article de France Inter qui a attaqué votre documentaire en disant notamment que avoir une seule source, puis une autre qui se manifeste après, c'était fragile, qu'il a qualifié votre enquête d'hypothèse, hasardeuse. Enquête autoproclamée, ouais. Autoproclamée, ouais, c'était encore plus bas. Voilà. Est-ce que au-delà de cette histoire de France Inter, est-ce que vous pensez que les révélations que vous faites seront protégées par le système, si on peut l'appeler grossièrement ainsi, compte tenu de l'enjeu du second tour où tout le monde se prononce dans les puissances médiatiques, financières, le MEDEF dernièrement encore, politiques et autres se prononcent pour Emmanuel Macron de cœur ou de raison. Est-ce que vous pensez que l'écho que mériteraient vos révélations sera minoré par la résistance de ce système qui veut absolument refaire passer Emmanuel Macron? Alors je ne sais pas si notre enquête mérite d'avoir de l'écho, ça je ne suis pas le placé pour le dire. Ce que je sais en revanche, c'est qu'elle en a eu peu dans les grands médias, contrôlés par une poignée de milliardaires en France, dont la majorité quand même soutient Emmanuel Macron depuis longtemps. Je pense à Xavier Niel, je pense à Bernard Arnault, même Patrick Drahi, enfin bon, dont le numéro 2 et Bernard Mourad, banquier, était parti
dans le staff de campagne de Macron en 2017, je veux dire, et pas à n'importe quel poste, au financement de la campagne. C'est là que va Bernard Mourad, le collaborateur de Drahi, en 2017. Donc, si vous voulez, ces grands milliardaires, oui, soutiennent la réaction de Macron. On peut pas dire qu'ils aient donné un grand écho à cette enquête. Alors après, peut-être qu'ils trouvent ça fragile. Il y a des arguments qui peuvent s'entendre, si vous voulez, quand on a... comment dire, on montre qu'à 4 moments sur son patrimoine, manifestement, ça sent la triche ou le mensonge. Alors, soit c'est carrément établi dans le cas de l'ISF, soit l'histoire de la créance de Brigitte oubliée, ça me paraît quand même assez factuellement établi. Les disparitions des 3 millions de Rothschild, il dit des choses à la télé qui sont fausses. C'est pas cet argent-là qui a servi à faire les travaux ni à rembourser ses dettes, c'est pas vrai. D'ailleurs, il donnera une autre version en disant non mais j'ai claqué, enfin il dit des choses contradictoires. L'un n'empêche pas l'autre, il a peut-être fait les deux. Oui, enfin bon, il dit des choses différentes, et en tout cas, l'argent pour l'appart et l'argent pour rembourser les prêts, c'est pas vrai, c'est pas cet argent-là qui a permis de faire ça. Donc là, c'est pas vrai. Et sur un 4e truc, on se dit mais le deal Pfizer-Nestlé, où est l'argent, ce qu'il déclare n'est pas en proportion avec l'ampleur de ce deal. Là, on a une source très proche de la banque qui nous dit, en fait, voilà l'histoire. C'est qu'en fait, tout n'est pas versé en France. Après tout, c'est pas non plus un complot que de dire ça. C'est possible. Oui, mais si c'est légal, alors pas de problème. Et c'est pas forcément illégal au plan fiscal, puisque Bercy aurait accepté que seule une partie soit fiscalisée en France. Après, attention, un candidat à la présidentielle qui remplit une déclaration de patrimoine ou d'intérêt à la HATVP, en revanche... La Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique. Là, il doit tout dire, si vous voulez. Donc, à supposer qu'on puisse dire, écoutez, fiscalement, il est dans les clous, peut-être. En revanche, il n'est pas dans les clous vis-à-vis de la HATVP. Or, minorer il doit déclarer l'ensemble de sa fortune quand il fait une déclaration à la HATVP, sinon c'est 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc là-dessus, a priori, il n'est pas dans les clous. Mais en même temps, quand des avocats fiscalistes en 2017, juste après la chute de Fillon, découvrent ça et saisissent à leur tour la HATVP, voire le procureur Molins, donc la justice, il se passe rien. C'est-à-dire que la HATVP dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Et quand on saisit la justice pour lui demander d'enquêter, la justice répond la HATVP a dit qu'il n'y avait rien à voir, donc il n'y a rien à voir. Donc on se demande un peu si ces institutions qui sont censées faire vérifier. Oui, mais la haute autorité n'a pas de réel pouvoir d'investigation. Probablement, voilà. C'est-à-dire que c'est Hollande qui a mis ça en place tellement c'était la honte l'affaire Cahuzac, mais manifestement, c'est une fois de plus de l'esbrouffe, de la poudre aux yeux pour donner l'impression qu'on fait quelque chose. Mais la haute autorité n'a pas les moyens de travailler, d'enquêter, de vérifier. Si c'est juste une organisation administrative qui réceptionne les déclarations plus ou moins foireuses des candidats, je sais pas à quoi ça sert. À part à faire croire qu'on fait quelque chose, quoi. C'est toujours pareil. Donc, le système protégera, consciemment ou non, Emmanuel Macron de cette affaire. Écoutez, moi je sais pas. Après, oui, notre enquête est peut-être peut-être qu'il n'y a pas assez de preuves, peut-être qu'on peut la critiquer. C'est pas le sujet. C'est juste que il y a un moment donné, l'investigation, c'est pas une option dans le journalisme. Enfin, je veux dire, voilà, on enquête, on cherche des faits. Le patrimoine de Macron, ça fait quand même 8 ans qu'il est sur la table et que n'importe quelle personne qui a un niveau CM1 voit qu'il y a énormément de problèmes dans ce patrimoine. Bon, alors, je sais pas, on s'y met à 2 journalistes, on bosse 4 mois, on trouve quand même pas mal de trucs. Il a menti au moins 3 fois sur 4, voire 4 fois sur 4. Réaction d'un certain nombre de grands médias, au lieu de poursuivre l'enquête, d'avancer, c'est ils prennent le démenti de Rothschild et ils font un papier basé uniquement sur l'AFP. Ils parlent pas de notre enquête, ils attendent le démenti Rothschild de l'AFP et ils disent il n'y a pas de sujet. Bon ok, si le journalisme en France en est arrivé là, c'est un peu préoccupant, quoi. Emmanuel Macron, dans une déclaration un peu troublante qu'il avait faite devant Mediapart de mémoire, avait déclaré si je n'étais que la cupidité, alors que j'ai quitté la banque d'affaires pour rentrer à l'Élysée où je gagnais donc 10 ou 15 fois moins, je serais un être extrêmement complexe, voire pervers, avait-il ajouté. Est-ce que vous pensez que dans cette affaire, c'est le rapport à l'argent d'Emmanuel Macron qui est en cause, ou au fond pas tellement, et plutôt son rapport à la vérité ? Moi, je trouve qu'il y a un problème de rapport à la vérité, parce que c'est pas que sur son patrimoine. Moi, je m'en fiche de son patrimoine. Il a le droit d'être riche et de faire ce qu'il veut de son argent. Chacun son patrimoine. C'est pas mon sujet. Par contre, que quelqu'un qui se présente devant les suffrages des Français, qui nous parle les yeux dans les yeux, à la télé, qui soit notre président, etc., dès qu'on gratte sur un certain nombre d'aspects de son histoire, on a l'impression qu'on tombe sur un truc pas clair, pas honnête, voilà. Donc le patrimoine, c'est une caricature, mais il y a d'autres trucs. Enfin, je sais pas, je vais pas prendre plein d'exemples, mais quand il nous dit pendant des mois après la révolte des Gilets jaunes, il n'y a pas de violence policière. Enfin, c'est quand même un village. Enfin, on est face à, on se pince quand on est dans une fiction. Je veux dire, ça fait, c'est comme ce confrère de TF1 qui, après plusieurs semaines de répression policière, avec déjà beaucoup de blessés graves, vient se féliciter aux 20h en disant, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de blessés graves. Enfin, et à un moment donné, on se demande un peu si ces gens qui sont au pouvoir en France ou dans les grands médias, parfois, est-ce qu'ils peuvent descendre un peu au niveau du sol et regarder le sang qui coule sur le pavé parisien, parce que c'est quand même ça qui s'est passé en 2018. On peut dire ce qu'on veut. Violence policière, c'est le terme
le terme fait débat puisqu'il y a peut-être des violences commises par des policiers, mais c'est le caractère institutionnel de cette violence qui est... non, puis après les gilets jaunes ont peut-être aussi jeté des barrières sur les flics, hein, c'est pas le sujet, il y a eu des violences des deux côtés, et puis voilà, et puis la police, je veux dire, à un moment donné, nous on a fait tout un épisode sur les gilets jaunes avec une interview du préfet Michel Delpech qui commandait donc les forces de l'ordre à Paris les 4 premiers mois du mouvement des gilets jaunes, qui est donc le prédécesseur du préfet l'allemand. Voilà, et Delpech est quand même responsable statistiquement, on va dire, de, je sais pas, 80% des blessés, hein, donc c'est pas rien. Il est très embêté aujourd'hui, et il reconnaît que, moi je ne veux pas jeter la pierre aux policiers, dans cette histoire, les policiers, ils agissent avec un cadre, un ordre, un préfet, une hiérarchie, un ministre de l'Intérieur, Castaner, qui donne des instructions. Donc, je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la responsabilité globale de l'État, dans la façon dont il utilise la force armée dont il dispose légitimement. Après, comment l'utilise-t-il? C'est une vraie question. Il ne s'agit pas de toute façon, aller prendre le policier qui a dérapé parce qu'il est énervé, qui a tapé un manifestant, et le sacrifier, voilà, on fait sauter un fusil, mais c'est pas ça le sujet. Là, il y avait vraiment une question sur la façon dont le gouvernement a géré cette crise, et s'est entêté dans des réformes fiscales extrêmement impopulaires, au risque de décider que pendant un an, on va taper sur les manifestants, quoi. Donc voilà, donc là-dessus, Macron nous a soutenu pendant des mois qu'il n'y avait pas de violence policière, bon bref, et sur son patrimoine, je pense qu'il dit n'importe quoi, donc c'est un peu énervant d'avoir l'impression de quelqu'un qui est pas franc, pas honnête, quoi. Voilà. Après, il peut avoir les idées qu'il veut, il peut ne pas être populaire dans ses réformes, il peut faire ce qu'il veut, mais au moins qu'il nous baratine pas, quoi. Vous avez lancé le site Off Investigation qui est totalement indépendant, qui ne dépend que de ses donateurs, lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Et vous avez écrit il y a quelques mois l'Élysée et les oligarques, entre parenthèses, contre l'info, aux éditions Les Liens qui libèrent, on va le voir s'afficher à l'écran. Ça vous inquiète la tournure que prend le paysage de l'information en France? Vous avez été avant chez Canal+, chez France Télévisions, chez CAPA, dans les grands organes, et vous expliquez dans ce livre, en gros, que la liberté de l'investigation, de l'enquête, s'est réduite comme peau de chagrin dans le système des grands médias, c'est ça? Oui, je crois que, quand on regarde un peu ce qui s'est passé depuis 15 ans sous les 3 derniers quinquennats, ce qui saute aux yeux, si vous voulez, c'est que les puissants intérêts économiques ou politiques, grosso modo, n'ont pas tellement envie d'avoir des gens, ce qu'on appelle des fouilles-mères d'un autre métier, qui viennent gratter, découvrir des infos qui peuvent être gênantes, etc. Ça bouscule leurs intérêts, leurs agendas politiques, leurs agendas économiques. Donc, d'une façon générale, ces grandes puissances industrielles ont voulu mettre la main, prendre le contrôle de quasiment toutes les marques d'information françaises. Alors, ça permet de faire plusieurs choses. Ça permet d'abord de dire aux politiques, dis donc, tu veux pas me recevoir depuis 6 mois, mais maintenant j'ai un journal, donc je pèse sur l'opinion potentiellement, tu vois, sur la prochaine élection, donc ça serait bien que tu me vois. Et l'ensemble de ces oligarques disent souvent dans des débats qu'avant ils appelaient pour avoir parlé à un ministre, ça avait été 6 mois. Ils prennent le contrôle du Monde ou du Figaro, je vous garantis qu'ils voient le président dans la semaine. Donc c'est ça, ces gens se servent de ces médias pour peser et influencer les politiques. Certains l'ont reconnu d'ailleurs, qui disent ça ne me rapporte pas d'argent, mais ça me rapporte de l'influence. De l'influence, voilà, donc ils font ça pour ça. Et le problème, ce qui est un peu nouveau, bon d'abord ça s'est accentué, parce que maintenant c'est carrément 90 ou 95% des marques d'information en France, et surtout les politiques, c'est ce qu'on découvre avec les 3 derniers présidents, en fait ils ont laissé faire ça, voire encourager ça, dans l'espoir de se faire bien voir par ces oligarques puissants propriétaires de presse et d'en récolter quelques miettes de complaisance médiatique. C'est très frappant, notamment avec François Hollande. Sauf que le problème, c'est qu'en laissant ces gens prendre un tel pouvoir, demain vous voulez être élu président en France, si vous ne montrez pas patte blanche à ces gens-là, ça va être très compliqué d'être élu. Je rappelle que Macron a bénéficié, comme Sarko, de la une de Match avec Brigitte, de manière très complaisante. Michel Marchand en a fait un produit people et il a fini par être élu. Donc c'est important, ces médias. Mais là, on a un truc très pervers, une espèce de coproduction entre les politiques et les milliardaires qui contrôlent la presse, finalement de contrôle de l'information qui soit au détriment des citoyens, donc qui est assez grave, quoi. Et on pourrait croire que le service public est épargné par cette dérive. Or, vous avez aussi la dure envers la dynamique qu'il a prise sous la houlette des derniers présidents. C'est-à-dire qu'en fait, ce problème de l'information ne se borne pas uniquement au privé. Il se trouve qu'il y a en France un important audiovisuel public avec Radio France et France Télé et RT, et que quand on regarde un peu vraiment comment ça se passe, on s'aperçoit qu'en fait, nos derniers présidents ont été dans une espèce de bras de fer, alors plus Sarko et Macron que Hollande, mais quand même dans un bras de fer très fort avec l'audiovisuel public, notamment Sarkozy, qui quand même, dès qu'il arrive, dit, on va leur couper la pub, c'est quand même pas rien, on leur enlève à peu près 40% de leur budget, avec des bagarres à n'en plus finir contre France Télé. À l'époque, ça résistait à France Télé. Et Macron va s'inscrire un peu dans la même lignée, c'est-à-dire que quand il arrive en 2017, il est exaspéré par 2 choses, enfin un peu plus que ça, à mon avis, Cache Investigation l'énervait depuis un petit moment, mais par exemple, en septembre 2017, il se prend un complément d'enquête qui révèle qu'en fait, Michel Marchand, à qui on a confié le monopole de la communication du couple présidentiel dans sa vie privée, elle a plus de rides, Brigitte, sur les photos de Best Image, elle est toute jeune. Bon, donc ça c'est un peu bizarre, et on s'aperçoit qu'en fait les photos sont très vraisemblablement retouchées, et France 2 le révèle.
Macron est fou furieux, je ne veux plus des fauteuils rouges de complément dans la cour de l'Élysée, on annule tout, ce type a insulté ma femme, enfin il est fou furieux, les conseillers de Macron appellent le patron d'une agence de photos qui a révélé cette histoire, voilà, et puis quelques semaines plus tard, c'est Cache Investigation qui va déshabiller la façon dont Xavier Niel maltraite ses conseillers en France ou au Maroc dans ses centres d'appel, dans un Cache Investigation dévastateur sur la violence au travail, qui va également exaspérer Macron. Et après ce truc-là, en fait, il va faire des pressions fortes, budgétaires sur l'audiovisuel public, Ernotte va essayer de délocaliser, envoyer spécial les compléments d'enquête, externaliser ses émissions. Les rédactions résistent, elle se prend une motion de défiance à 84% contre elle, et Macron, fou furieux de ne pas avoir réussi à étrangler France Télé, va faire ses déclarations historiques. C'est la honte de la République, l'audiovisuel public est la honte de la République. Donc il est remonté comme une pendule contre ce qui reste un petit peu d'investigation et de relative indépendance éditoriale en France. On l'a vu récemment encore d'ailleurs avec des mêlées avec le journal de France 2 et le refus d'Anne-Sophie Lapix aussi. Oui, on a l'impression qu'il du débat d'entre deux tours. Attention, il avait dit fin 2017 chez Delahousse le fond de sa pensée. Il avait dit, au fond, les médias privés font très bien le boulot. Donc pour lui, c'est un peu comme Sarko, ça sert à quoi l'audiovisuel public? Et d'ailleurs, je pense qu'il n'a pas osé les tuer pendant son premier quinquennat parce que se mettre à dos quand même des milliers de journalistes est quand même compliqué. Mais je veux dire, là, à un mois de l'élection, qu'est-ce qui nous sort du chapeau? Ah, au fait, j'avais supprimé la taxe d'habitation, c'était bien, mais du coup, la redevance qui est appuyée sur la taxe d'habitation, on voit pas pourquoi on la maintiendrait. Donc en fait, il est en train de nous annoncer un énorme tsunami dans l'audiovisuel français, parce que si demain on démantèle l'audiovisuel public, alors quasiment tout va au privé. Enfin, je veux dire, le petit contre-pouvoir audiovisuel qui existait en France va être supprimé. Et donc, ouais, je trouve ça très préoccupant. Donc après, voilà, les citoyens ont compris, ils financent des médias indépendants. Hein. C'est comme ça que la subversion arrivera par les médias indépendants. C'est pas là que ça arrivera et que les journalistes d'investigation disent parfois que c'est un pléonasme, que le journalisme ne peut être que d'investigation. Vous pensez que le salut de ce journalisme-là sera donc uniquement dans les médias indépendants, financés par leurs lecteurs et... Ah bah de toute façon, oui, enfin dans les médias privés, l'investigation c'est vraiment plus à la mode, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à France Télé, qui s'enorgueillissait encore il y a quelques mois de faire de l'investigation, parce qu'ils savent très bien qu'en fait le public et les Français qui payent la redevance souhaitent de l'enquête, souhaitent un journalisme distancié, y compris à l'égard du pouvoir exécutif. Donc Ernotte ne peut pas la tuer demain matin. Enfin, je veux dire, faire tomber Élise Lucet de son piédestal dans 5 minutes, ça va être compliqué. Donc elle a un discours de respect de l'investigation, mais dans la réalité, il y a un guichet unique pour le documentaire maintenant, il n'y a plus qu'un seul guichet où on peut venir proposer des projets, c'est extrêmement filtré. Élise Lucet a 6 émissions, elle a des pressions très fortes pour en réduire à 4 émissions. Tristan Walex, son dernier épisode portrait de Michel Marchand, donc la communicante secrète de l'Élysée, n'a pas vraiment plu à Brigitte Macron. On apprend maintenant que Emmanuel est furieux contre cette émission. Bon voilà, je pense que ça va être compliqué demain pour les confrères de l'audiovisuel public de continuer à faire de l'enquête indépendante. En tout cas, c'est le flambeau que vous essayez de porter avec Offre Investigation. J'invite les lecteurs que ça leur intéresserait à aller voir les autres épisodes. Donc, outre le fameux Patrimoine de Macron où sont passés les millions, il y en a 7 autres qui sont en ligne, qui s'intitulent Sanofi, labo chouchou de la Macronie, Macron l'Algérien en marche vers le cash, Alstom, la France à vendre, Hôpital, la République en panne, ou encore Le Monde, Emmanuel Macron, agent double, qui revient sur le fameux épisode, ou méconnu d'ailleurs peut-être, dans lequel Emmanuel Macron a joué un double jeu auprès de la société des rédacteurs du Monde et des potentiels repreneurs. Au risque de s'enfuir dans l'escalier d'un immeuble parisien pour échapper aux journalistes du Monde, en essayant de se cacher il y a quelques années. C'est une scène digne d'un vaudeville que vous pourrez donc retrouver dans cet épisode sur YouTube. Merci beaucoup Jean-Baptiste Lévard d'avoir relevé le défi de la vérité. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager, le relayer, à commenter. À bientôt sur François.fr. Au revoir.